Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu John Company, deuxième édition publiée par Whirligig Games en 2022. Dans cette vidéo, nous allons voir trois autres postes, le Manager of Shipping, les affaires militaires et les présidences. OK, donc en théorie, dans la séquence de jeu, nous sommes rendus ici au Manager of Shipping. Le Manager of Shipping qui a son propre budget et dont le but principal dans la vie, laissez-moi aller le chercher, où est-il? Manager of Shipping est ici. On donne ça à notre joueur jaune. Alors, que fait le Manager of Shipping? Essentiellement, il va mettre des bateaux dans l'eau. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça qu'il fait. C'est le seul poste aussi qui est obligé de dépenser la majorité de son argent. Quand le Manager of Shipping a terminé, il ne peut pas y rester plus que 2 dollars dans son budget ici. Il est obligé de flober la presque totalité de son budget. Le maximum que le Manager of Shipping va pouvoir garder là, pour le prochain tour, c'est 2 piastres. Il peut équiper trois types de bateaux. On va commencer avec celui du milieu pour 3 piastres, 3 piastres de son budget. Il peut prendre un bateau qui est dans un shipyard d'un joueur et le mettre dans l'une des trois sea zones, l'ouest, le sud ou l'est. Donc ça coûte 3 piastres. Il n'y a même pas besoin d'avoir l'accord du joueur. De toute façon, le joueur est bien content et habituellement, on va graisser la patte du Manager of Shipping pour que ce soit nos bateaux, puisque je répète, quand vos bateaux sont à l'eau, ça vous permet de récolter une pièce dans votre richesse personnelle à la fin de chaque tour. Fait que ça, c'est le Atlas. Fait qu'imaginez que le Atlas est ici. C'est pas pire, là. Le joueur bleu a un shipyard, ça lui donne possiblement du power, ça lui donne un vote au Parlement. Mais encore, il aimerait bien mieux, plutôt que le Atlas là, soit pogné dans le chantier naval, il aimerait bien mieux qu'il soit en mer. Fait que là, typiquement, si plusieurs joueurs ont des bateaux, ben, on va licher le manager of shipping pour dire hey, prends mon bateau, puis je te donne. On va voir les négociations plus tard, là, mais tu sais, je te donne une pièce ou je te donne cette promesse-là, ou peu importe. Tout ça pour dire que le manager of shipping, dans ce cas-là, pourrait payer 3 pièces de son budget, prendre le Atlas et le mettre à la mer où il veut. C'est le manager of shipping qui décide la destination de tous les bateaux qu'il va construire. En théorie, s'il y a bonne entente dans le groupe, vous vous êtes entendu au début du tour. Mais si la chicane est pognée, puis là vous avez un manager of shipping qui fait à sa tête de cochon, ça se peut que ça aille moins bien. L'autre chose, deuxième option, pour 2 dollars, le manager of shipping peut mettre là, ce que le jeu appelle là, des bateaux extra, là, des extra ships. Je les appelle des bateaux temporaires. Fait que le manager of shipping peut payer 2 dollars de son budget, prendre un bateau temporaire, puis le mettre dans n'importe lequel des trois seasons. On appelle ces bateaux-là des bateaux temporaires, puisqu'à la fin du tour, ces bateaux-là décrissent. Alors, c'est vraiment un petit investissement. Fait que c'est le bateau le plus cheap. Il est bon juste pour un tour. Fait qu'il coûte une pièce de moins que de mettre le bateau d'un joueur. Par contre, évidemment, vous avantagez pas personne quand vous faites ça. Mais en même temps, c'est pas vargeux pour le futur à long terme de la compagnie. C'est de passer relativement à court terme. Mais des fois, on est tête dans l'argent. On réussit pas à s'entendre. Puis bon, c'est la décision à la fin du manager of shipping s'il décide d'acheter des bateaux un peu plus cheap. À noter que les bateaux des joueurs ne sont pas immortels, on va y revenir, mais quand on va arriver aux événements en Inde, c'est possible qu'il y ait des tempêtes dans ces, comme l'indique l'espèce de nuage avec l'éclair, c'est possible qu'il y ait des tempêtes en mer, puis ça se peut que ça magane certains de ces bateaux-là, puis ça se peut même que ça coule certains de ces bateaux-là. Dans les faits, on perd pas le bateau. Encore là, on va y revenir, mais le bateau retournerait sur le shipyard et là, il faudrait repayer 3 piastres pour le mettre en mer. Mais on va en reparler quand on va être dans les événements en Inde. Et la troisième et dernière option que le manager of shipping peut faire, c'est l'option de droite, uniquement s'il reste plus de bateaux de joueurs à mettre en mer, le manager of shipping peut payer 5 piastres pour mettre là, ce qu'on appelle un bateau de la compagnie. En fait, j'aurais dû garder ce marqueur-là puisqu'ils sont au verso de ces marqueurs-là. Fait qu'un bateau de compagnie, c'est ce qui coûte le plus cher, ça coûte 5 piastres, mais ce bateau-là est permanent à tout jamais. Immunisé aux tempêtes, reste là en permanence. Peut être bougé quand même par le Director of Trade comme d'habitude. Mais ce que je veux dire, c'est que ce bateau-là, comme je disais, immunisé aux tempêtes, là, puis il disparaît pas à la fin du tour, contrairement à un bateau d'extra. Là.
Fait que lui, il est là pour de bon, là. Il va rester sur le board pour de bon. On peut le tasser comme d'habitude, là. Mais, fait que, mais pour être capable de faire ça, donc le manager of shipping ne peut pas faire ça tant qu'il y a au moins un joueur qui lui reste un bateau sur un chantier naval. Et that's it. C'est manager of shipping. C'est pas avec ça que vous allez vous mettre riche. Si les joueurs ont des bateaux dans leur chantier naval, vous êtes peut-être capable d'extorquer un peu de fric ou un petit peu de privilège en échange de ça. Mais c'est pas encore un office là où vous allez rouler sur l'or. Une fois que ça c'est fini, on passe aux affaires militaires, qui dans notre cas, là, ça appartient aux joueurs bleus. Donc les affaires militaires, c'est pas sans rappeler le Director of Trade, là. Lui commence par faire le transfert euh, de deux pieces, mais lui, qu'est-ce qu'il peut transférer? Ben, il peut transférer des régiments ou il peut transférer des officiers. Donc pour être clair, là, si on fait l'anatomie de ça ici, là, ça c'est le commandant de l'armée du Bengale. Cette armée-là peut avoir des régiments. Elle a des alliances locales qui ne sont pas activées par défaut. Et cette armée-là pourrait aussi avoir là, des officiers situés à la même place que les régiments qui sont des membres de famille. OK? Donc, la personne en charge des affaires militaires, la toute première chose qu'elle fait, par exemple, elle pourrait prendre un régiment ici, l'amener là, puis elle pourrait prendre cet officier-là, puis l'amener ici. Elle a le droit de faire 2 mouvements au total de régiment et ou d'officiers entre les armées. Et sa deuxième responsabilité à la personne des affaires militaires, c'est que s'il y a des officiers qui sont à l'école, à l'académie militaire ici, donc dès qu'il y a des membres de famille ici, ce qui va arriver typiquement là, si certaines familles font l'action familiale d'aller chercher des officiers, donc par exemple s'il y avait un officier en entraînement vert et un jaune, la personne responsable des affaires militaires prend ces officiers-là et peut les mettre où elle veut, dans l'armée qu'elle veut. Puis rappelez-vous, c'est un jeu de négociation. Fait que je ne le répéterai pas à chaque fois, mais chaque fois que je dis que la personne des affaires militaires met les officiers où elle veut, ben là, vous aurez deviné qu'avec un groupe un peu dégourdi autour de la table, c'est comme bon, ben, joueur vert, où voudrais-tu avoir ton officier? Puis là, le joueur vert va dire ben, j'aimerais ça aller dans l'armée de Madras. Puis là, la personne des affaires militaires, si elle a le sens des affaires un petit peu, va répondre mais ça vaut combien ça pour toi? Tu sais, me donnes-tu une pièce si je le mets là? Me donnes-tu une petite affaire? Tu sais, bon. Là, faut pas virer fou non plus. Là, faut pas qu'à chaque fois qu'on se gratte le genou, il faut négocier pendant 15 minutes. Là. Mais faut essayer de maximiser les postes qu'on occupe. Dans ce cas-là, le joueur bleu, qui n'a pas agi encore, c'est pas lui le chairman, c'est pas lui qui a les autres offices. Lui il est responsable des affaires militaires. Il peut essayer d'aller chercher un petit peu de faveur en échange des décisions qu'il va prendre. Et la dernière vraie chose, là, euh, à la suite de ça, c'est que là, ça se peut que les commandants changent. Alors, quand est-ce que les commandants changeraient? Les commandants vont changer, ben, premièrement, s'il y a des commandants qui sont vacants. Puis là, les commandants, c'est intéressant, ce n'est pas considéré un poste. Ce n'est pas considéré un office. Vous ne verrez jamais les commandants apparaître ici parce que les postes sont vacants. Même s'il n'y a pas de commandant ici, ce n'est pas considéré un poste. Les gens ne peuvent pas prendre leur retraite d'être commandant, entre autres. Gros détail important. Alors là, la personne des affaires militaires va regarder s'il y a des commandants, bon, par exemple, ici, là, euh, donc je tasse le blanc, là. Fait que, par exemple, il regarde ça ici, puis il n'y a personne, il n'y a pas de commandant dans l'armée du Bengale, ben là, à ce moment-là, euh, la personne des affaires militaires va prendre un officier qu'il y a là. Donnez-moi 2 secondes, je vérifie quelque chose. Ouais, c'est ce que je croyais. Fait que, bon, dans ce cas-là, quand le commandant est vacant, la personne des affaires militaires va choisir euh, un officier parmi la famille qui a le plus d'officiers dans cette armée-là. Dans ce cas-là, il n'y a que le jaune qui a un officier, fait que l'officier jaune devient commandant de l'armée du Bengale. Imaginez qu'on aurait eu une situation comme ça, mettons, là, puis le poste est vacant. Ben là, à ce moment-là, la personne des affaires militaires n'a pas le choix, il faut que ce soit quelqu'un de la famille bleue qui s'en vient ici. Imaginez qu'on a une situation comme ça, là, la personne des affaires militaires choisit entre les deux. Et ça aussi, ça peut faire l'objet de négociations autour de la table. C'est vraiment la personne des affaires militaires qui tranche.
S'il y a déjà un commandant, par défaut, il n'y a pas de changement, à moins qu'un joueur ait plus de membres de famille parmi les officiers là, que la personne qui occupe le poste de commandant. Fait que dans un cas comme ça, là, le vert a plus d'officiers, donc le vert va venir bumper, et ça, la personne des affaires militaires n'a pas le choix. Le vert va venir bumper le blanc ici. Alors, un officier vert devient commandant. À noter que, bon, c'est plus, on dirait une genre de démotion, là, mais tu sais, à noter que l'ex-commandant blanc devient officier quand même et pas complètement crissé dehors, ne prend pas sa retraite non plus, mais retourne parmi les officiers. À noter que si on arrive à cette phase-là, dans un scénario comme ça, il n'y a pas de changement. En cas d'égalité, il n'y a pas de changement. À noter aussi, où est-il, que dans une situation comme ça non plus, il n'y a pas de changement parce que c'est toujours le joueur blanc en fait, le joueur vert n'est pas majoritaire. Le joueur vert ne dépasse pas le joueur blanc, là. Puis quand on dit majoritaire, là, même s'il y avait un petit bleu là, ici, là, ça ne dérange pas. Donc, autrement dit, dans un cas comme ça, si un joueur a plus d'officiers que n'importe quel autre joueur individuellement, là, plus d'officiers, plus commandant que n'importe quel autre joueur individuellement, ce joueur-là va venir bumper le commandant. Donc, dans un cas comme ça, on ne compare pas le vert à la somme de tous les autres, on compare le vert à la somme des autres joueurs individuellement. Donc, dans un cas comme ça, oui, le vert viendrait bumper le commandant blanc. Fait que vous aurez compris, la personne avec les affaires militaires, elle n'a pas de budget. Par contre, le fait qu'elle puisse faire deux déplacements d'officiers, entre autres, et le fait qu'elle décide où s'en va les officiers en entraînement, elle a quand même son mot à dire en crise sur qui va être commandant des armées, là. Parce que si elle veut, elle peut être crapaude, puis elle peut répartir les officiers en entraînement, ce qui fait qu'il n'y aura pas de changement au niveau des commandants. S'il y a un joueur qui dit hey, moi j'aimerais bien ça être commandant d'une armée, ok, ben je pourrais d'abord, tu sais, là, je pourrais, tu sais, mettons que le bleu, il dit, hey, moi, j'aimerais vraiment, mettons que c'est comme ça, là, que le bleu dit, j'aimerais vraiment être commandant d'une deuxième armée. Ben là, la personne des affaires militaires pourrait dire, OK, ça s'arrange parce que je pourrais prendre un de tes officiers ici, puis je pourrais le bouger là. Puis en faisant ça, quand on va arriver à l'assignation des commandants, ben, tu vas être majoritaire par rapport au vert, fait que tu vas le bumper. Fait que, pas pour rien qu'elle s'appelle la personne responsable des affaires militaires, là, c'est elle qui décide pas mal où s'en va tout le monde. Ceci dit, cette personne-là, vous allez comprendre quand on va parler des attaques, là, comment la compagnie peut déployer et essayer de prendre le contrôle des régions. Mais le portrait final de ces armées-là va aussi avoir un hostie de gros impact quand va venir le temps de se battre en Inde, là. Fait que, par exemple, dans un cas comme ça, l'armée de Bombay ira pas loin là, parce qu'elle a plus de régiment, elle a plus d'officiers, là. Tandis que l'armée de Madras est équipée pour veiller tard, puis l'armée du Bengale est équipée pour veiller tard en crise aussi, là. Bon, là, vous allez me dire, l'armée du Bengale n'a pas de commandant, fait qu'il va falloir au minimum qu'elle ait un commandant, mais n'empêche, essentiellement, elle a trop de force après pour se battre. Fait que c'est la personne des affaires militaires, fait qu'elle peut bouger un total de deux officiers et ou régiments entre les armées. Ensuite, elle doit signer tous les officiers qui sont à l'école militaire là, dans cette boîte-là des suites de l'action familiale. Puis finalement, là, elle regarde armée par armée les commandants. Est-ce qu'il y en a qui sont vacants? Si oui, elle choisit un officier là, de la famille qui est majoritaire. Et puis même les endroits où il y a déjà des commandants, si jamais euh, il y a une famille là, qui a plus d'officiers que, que la personne qui est commandant a de membres de famille au total, ben là, on fait du switch. Et je vais aussi vous parler des présidences. On va commencer à parler des présidences. On va finir ça dans une autre vidéo. Ce qui est hot des présidences, c'est que là, ce que je vais vous enseigner, c'est aussi bon pour Bombay, pour Madras et pour le Bengale. OK? Donc, il n'y a que l'emplacement qui change, là, si on veut, là. Fait que, il y a un petit peu de règles pour les présidences, mais ça couvre les trois derniers postes qu'on a à couvrir. D'abord, le président, qui est la personne qui est ici, au début de la game, ça a quand même de l'importance. Fait que vous aurez remarqué que chaque présidence a son armée. Fait qu'on a la présidence de Bombay, puis on a l'armée de Bombay. Quand vient le temps, là, dans l'ordre, on commence par la présidence de Bombay. Le président ici de Bombay décide si le commandant va jouer en premier ou si lui-même va jouer en premier.
il y a des scénarios où on veut peut-être voir que le commandant fasse ses trucs avant parce que ça va influencer nos décisions. Puis il y a des fois où, comme président, on veut aller avant pour on veut que le commandant aille après. Dans ce cas-là, ça change quand même quelque chose, mais dans ce cas-là, c'est dans les deux cas, c'est la famille bleue qui est là. Mais imaginez que ça, c'était swappé de même. Bon, ben là, on a un cas ici où le président de Bombay appartient à la famille bleue, puis le commandant de l'armée de Bombay appartient à la famille verte. N'empêche, peu importe. La toute première chose que le président doit faire, c'est décider l'ordre dans lequel il veut qu'on règle les actions. Ça, c'est mentionné ici. La toute première ligne de décider de prendre les ordres, décider l'ordre des opérations. À noter, puis on va y revenir quand on va parler du militaire, qui pourrait en plus avoir un gouverneur, un ou des gouverneurs qui sont associés à la présidence de Bombay. On n'a pas ça au début de la game. Les gouverneurs arrivent en jeu quand la compagnie prend le contrôle de certaines régions. À ce moment-là, on va ajouter des petits offices ici, puis on va mettre des faces de membres de famille. Fait que potentiellement, un président pourrait avoir à décider entre lui-même, un commandant, puis un ou plusieurs gouverneurs, dans quel ordre tout ce beau monde-là agisse. Puis il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de faire agir tout le monde. Euh, il peut pas dire ah, je t'aime pas à face, le commandant de l'armée de Bombay, fait que t'as pas le droit d'agir pendant ce tour-là. Il doit donner sa chance à tout le monde. Si le président ici est vacant, ben, on va se passer de l'action de la présidence. Par contre, le chairman en remplacement va décider l'ordre entre potentiellement les commandants puis les rendus là, il ne reste pas grand monde. Là. Il reste peut-être juste le commandant, mais s'il y a des régions qui sont contrôlées par la compagnie puis des gouverneurs, ben, c'est le chairman qui va décider qui joue en premier, étant donné qu'il n'y a pas de président. Mais l'action comme telle du président, ça par exemple, on va s'en passer. Puis c'est triste parce que là, l'action du président, c'est vraiment la première action qu'on peut faire pour faire de l'argent comme compagnie. Là. Puis c'est une des premières fois là, qu'on va voir là, vraiment comment les joueurs et les familles s'enrichissent. Fait que le président, lui, peut faire l'action de trade, l'action de commerce. OK? Donc là, c'est la présidence de Bombay. Une action de trade, comment que ça marche? Ça vous prend un certain nombre de bateaux quand même dans la season. Fait que chaque présidence a comme son port d'origine. Fait que Bombay, ça commence à Bombay, puis non seulement ça, mais ça commence avec l'ordre qui est ici, l'ordre de 4 piastres qui est comme un petit peu plus, que le contour est un petit peu plus gras, là. Madras, ça commence avec la mer du Sud, puis ça commence dans ce port-là qui vaut 5 piastres. Puis Bengale, dans le fond, ça commence dans la mer de l'Est, puis ça commence avec cet ordre-là qui vaut 6 piastres. Alors, un trade, comment que ça marche? C'est un check, comme on a vu. Fait que le président de Bombay va dépenser 1 piastre pour chaque dé qui veut rouler. Par contre, là, il y a une pénalité. Dès le début, où le président décide de faire un trade, il va dire, par exemple, il va vraiment aller dans le détail, puis il va dire, OK, je veux faire un trade qui va inévitablement commencer ici, puis après ça, qui va se propager ici, puis qui va se propager ici. Ensuite, on va regarder, au-delà de sa région natale, si on veut, qui est Bombay, combien de régions additionnelles y a-t-il dans le trade? Alors, dans ce cas-là, c'est une, il se répand jusqu'à Mysore, puis il ne va pas plus loin que ça. Alors, chaque région additionnelle au-delà de la région d'origine va entraîner une pénalité d'un dé. Ça veut dire que dans ce cas-là, si le président, même si le président de Bombay décide de dépenser 4 piastres pour avoir 4 dés, étant donné qu'il s'étend dans une région au-delà de sa région d'origine, ça va lui donner une pénalité d'un dé. Fait qu'au final, il va brasser uniquement 3 dés. Puis imaginez que cet ordre-là n'était pas fermé, puis que là, notre président est en feu, là. Puis imaginez qu'on a un autre petit bateau ici, vous allez comprendre pourquoi. Il dit on va partir ici, on va s'en venir là, on va s'en venir là, puis on va s'en venir là. Alors là, il va dans deux régions au-delà de sa région d'origine. Alors là, il y aurait 2 dés de pénalité. Alors là, s'il a dépensé seulement 4 piastres, il va lancer juste 2 dés. Voici un scénario où il voudrait peut-être dépenser 5 piastres pour venir à bout de rouler 3 dés. Puis rendu là, peut-être qu'on veut dépenser 6 piastres pour rouler 4 dés parce qu'on commence à engager beaucoup d'argent de la compagnie là-dedans. Ça prend un bateau dans la mer pour chaque ordre qu'on tente de combler. Là, il y a beaucoup de morceaux qui vont commencer à tomber, je l'espère, qui vont commencer à tomber en place dans votre tête. Là, vous allez vous dire, ah, c'est pour ça que le directeur of trade pourrait vouloir bouger des bateaux dans des sea zones. Oui, c'est pour ça que le manager of shipping voudrait construire les bateaux directement dans cette sea zone-là. Oui,
Logiquement, ça fait partie des discussions que vous avez eues en début de game quand c'était le tour du chairman pour savoir comment vous assignez l'argent. Mais c'est un bateau égale un ordre rempli ici. Puis évidemment, là, vous allez comprendre les ordres fermés, puis là, vous allez comprendre, ah, c'est pour ça que le Director of Trade peut vouloir ouvrir des ordres. Oui, parce qu'un ordre fermé, ça vous bloque. Vous êtes obligé de suivre un chemin, puis un ordre fermé, ça vous bloque. Alors imaginez, je pense que ça, c'est le scénario de base. Imaginez que le président de Madras veut faire du trade au début. Ben, il commence par son port d'origine, puis après ça, il est tout de suite jamais. Fait qu'il peut faire maximum un trade d'une case. Alors, s'il veut pouvoir aller plus loin, qu'il jase avec le Director of Trade, peut-être pour enlever ça ici, puis là, ça y ouvre beaucoup plus de possibilités. À noter que les présidences ne peuvent jamais se piler sur les pieds. Fait que même si ça, c'était pas fermé, je peux pas faire, à partir de Bombay, je peux pas faire un, 2, 3, puis là, m'en venir à Madras. OK, ça, c'est off limits. Fait que Madras est ici, le Bengale est ici, Bombay est ici. Vous pouvez vous répandre dans les autres régions respectivement, mais vous ne pouvez jamais rentrer dans la région d'origine d'une autre présidence. Fait que mettons que ça marche, cette patente-là, qu'est-ce que ça fait? Mettons que j'ai vraiment 4 bateaux ici, puis vraiment que j'essayais vraiment de faire un, 2, 3, 4, puis là que je me suis donné, puis j'ai dit, Chris, on va dépenser 6 piastres, puis on va avoir 2 dés de pénalité, mais on va quand même lancer 4 dés, fait que let's go tout le monde, on se croise les doigts. Si, ouais. Vous voyez que des fois, on n'a pas de lousse. J'ai lancé 4 dés, grâce à ce dé-là, c'est un succès. Là. Ok, sinon, ça aurait été un échec. Si c'est un échec, c'est toujours la même chanson. Si c'est un échec normal, on peut recommencer, sauf que les chances sont que vous avez flobé tout votre budget et qu'il ne vous reste plus une scène. Mais bon, si c'est un échec normal, vous pouvez recommencer. Si c'est un échec cuisant, catastrophique, je répète que vous êtes collissé dehors comme n'importe quel autre check. Mais là, soyons positifs, dans ce cas-là, ça a fonctionné. Et là, c'est là où les fameux scribes entrent en jeu. Alors, pour venir combler des ordres, le président ici doit commencer par assigner les scribes sur les ordres. Mettons que j'avais un scribe aussi vert dans la présidence de Bombay, donc je regarde uniquement la présidence de Bombay. Fait que là encore là, vous allez comprendre, ah, c'est pour ça que je voudrais bouger peut-être des scribes aux endroits où il va y avoir du trade. Oui, parce qu'on va voir les bénéfices de ça dans 2 secondes. Fait que là, le président de Bombay viendrait mettre par exemple le vert ici. Et une fois qu'on a épuisé tous les writers, ben, tout n'est pas perdu. À l'endos des ordres fermés, je peux venir utiliser là, des espèces de trucs génériques là, pour dire on a comblé cet ordre-là, mais on ne l'a pas comblé avec un scribe. Alors là, ça donnerait ça au final. Je dois absolument épuiser tous les writers, même si c'est des writers de d'autres familles. D'abord, je choisis l'ordre quand même, le cas échéant. Puis après ça, si j'ai encore d'autres ordres à combler, là, ben, je les comble avec ces espèces de jetons-là génériques. Là. Je ne peux pas combler plus d'ordres que j'ai de bateaux dans la season qui est reliée à ce port-là. Là. Puis je peux pas, tu sais, même quand je déclare mon trade, il faut que ce soit faisable, il faut que ce soit légal. Tu sais, là, je dis, je déclare un trade, voici ce que je vais faire, puis j'ai pas le droit de dépenser l'argent aveuglément de la compagnie là, en disant, ah, puis je vais faire ci, puis je vais tourner 4 5 fois. Non, non, il faut vraiment que le trade que je déclare soit légal en termes de nombre de bateaux, d'ordre que je vais combler, puis tout le kit. Ça, je m'en sors pas. Là. Et là, il arrive 2 choses extrêmement importantes et le fun. Fait que là, d'abord, on fait la somme de la valeur des ordres qu'on a comblés. Alors, 4 piastres plus 3, ça fait 7. Plus 6, ça fait 13. Plus 7, ça fait 20. Et là, 20 beaux dollars pour la compagnie. That's it, c'est la façon principale que la compagnie s'enrichit. Okay, c'est une compagnie de commerce, Calis, là. Fait que voilà. Là, je viens de faire 20 piastres pour la compagnie. Et là, on va voir pour la première fois comment les joueurs se graissent la patte au passage. Alors là, le président, lui, reçoit 1 dollar personnel pour chaque ordre qui a été comblé. Alors là, notre président de Bombay là, vient s'ajouter 4 piastres dans sa cagnotte personnelle. Et les scribes, chaque scribe qui a été placé sur le plateau donne une pièce à son propriétaire. Alors là, le bleu reçoit une pièce de plus parce qu'il y avait un scribe bleu et le vert reçoit une pièce pour son scribe vert. Personne ne reçoit de fric
pour les ordres génériques, c'est à vous autres d'avoir des scribes à cette place-là. Fait que là, mijoter ça, là, tout a été dit, là, mais mijoter ça, là, fait que le pool, c'est une pièce, on check cette carte-là, là. Notre pool de dés, c'est une pièce pour chaque dé. Pour chaque région additionnelle au-delà de votre région d'origine qui est déclarée, c'est un dé de moins. Vous avez le droit de faire maximum un trade qui va être un succès par tour. Fait que vous pouvez vous réessayer en cas d'échec, mais dès que vous réussissez, vous avez réussi, puis that's it. Vous ne pouvez pas faire plusieurs trades. De toute façon, je répète qu'un trade doit toujours partir du port d'origine. Fait que si vous avez réussi votre trade, au minimum, votre port d'origine est couvert, de toute façon. Puis là, c'est écrit succès, ben, on comble les ordres avec des scribes en premier, puis après ça avec des ordres génériques. On augmente la balance de la compagnie, l'argent en caisse de la compagnie. You gain une pièce per order, ça c'est sur la carte du président, voulant dire toi comme président, tu gagnes une pièce par ordre qui a été comblé. Les joueurs gagnent une pièce pour chaque scribe qui a été placé sur la map. Puis là, au début, c'est pas pire, là, puis j'ai même enlevé une coupe d'ordre fermée pour qu'on puisse faire des affaires incroyables, là. Mais esti, vous allez voir qu'il y a des ordres fermés des fois, ben tu sais, je pas moyen d'aller bien loin, juste en regardant le scénario qu'on avait ici. Comme je disais, au niveau de Madras, c'est pas mal moins glorieux. Mais le Director of Trade peut venir m'ouvrir cet ordre-là. Puis là, soudainement, Madras avec 3 bateaux pourrait faire 5 plus 4 plus 6, ça fait 15 piastres. Puis la valeur des ordres, c'est intéressant. T'sais, fait que 6 plus 5, mais là, ça ici, c'est un ordre boboche de 2. Fait que, tu sais, il y a des ordres vraiment intéressants. Là, celui-là, il est 7 piastres, celui-là, c'est 2 piastres. Fait que très intéressant, là, la petite géographie de l'Inde, puis les chemins possibles en partant des ports, des home regions, la quantité de bateaux qu'on a, ça vaut-tu la peine d'aller chercher un bateau cheap? Est-ce qu'on a suffisamment de bateaux? Est-ce qu'il y a des gens qui devraient acheter des shipyards pour qu'on ait plus de bateaux? Vraiment, vraiment intéressant, ce bout-là. Puis la façon de faire de l'argent. Fait que là j'ai parlé pour l'instant de ce que le président peut faire. Le président de Madras peut faire du trade aussi. Le président du Bengale peut faire du trade aussi comme ça. Puis dans le prochain vidéo, là, on va voir ce que les commandants peuvent faire, puis ce que les gouverneurs peuvent faire dans ces trois différentes présidences-là. Excusez-la, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais on a presque fini de voir là, toutes les offices puis tout ce qu'on peut faire dans la séquence de jeu. À plus!